Bonjour à ceux qui sont connectés. On était en train d'attendre quelques minutes pour voir s'il y avait d'autres personnes qui nous rejoignaient. Et je pense que l'enregistrement s'est lancé beaucoup trop tôt, donc vous devez être en train d'attendre depuis 10 minutes. On est désolé pour ceux qui étaient même pas à l'heure, mais en avance. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de traiter. On s'est bien rendu compte en essayant de faire le titre que ça posait question à pas mal de personnes. Donc, on va vous parler des rétractions ostéo-articulaires, autrement dit l'hypertonie déformante acquise. Et donc, moi, je suis Alexandra Durand, médecin au DAC 74, et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une collègue que je laisse se présenter. Ouais. Donc moi, je suis Julie Roux, je suis ergothérapeute au Centre Ressources Territoriales à Annecy. Et en tant qu'ergo, moi, je vais plus vous parler de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut éviter et des actions de prévention à mettre en place pour limiter l'HDA. Voilà, donc déjà, pour commencer, je vais essayer de vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès à la présentation. Voilà, présenter. C'est le début d'après-midi, l'ordinateur n'a pas pris son café encore. Il veut pas. Je vais essayer autrement. Je vais essayer de partager l'écran. Partager l'écran complet. C'est pas mieux. Bon, j'ai besoin d'être technique là. Comment tu lances généralement? De cette façon-là. Non, mais là, l'ordinateur, il a l'air de beaucoup ramer. Ah, ça y est, voilà, présenté en mode plein écran, on est bon. Voilà, c'est juste qu'il moulinait, quoi. Voilà, donc là, normalement, vous devez avoir la diapo qui s'affiche. Par contre, je ne vais pas pouvoir avoir les pouces et tout ça pour savoir si le partage d'écran est bon. Donc, il va falloir que ceux qui sont présents dans la salle me disent. Ok, et je vais passer sur la deuxième diapo. C'est tout bon, voilà. C'est bon, ça a basculé la diapo? Ok. Donc, on commence par les petits conseils techniques comme d'habitude. Si vous avez des questions, alors c'est dans questions-réponses, pas dans conversation. Vous posez vos questions au fur et à mesure de la présentation. Attendez pas la fin et puis on traitera les questions toutes ensemble à la fin. Si jamais vous voulez lever vos mains à la fin, pensez bien à les rebaisser une fois que vous les avez utilisées. Et surtout, si jamais vous devez quitter le webinaire en cours de route ou même à la fin, pensez bien à quitter effectivement la présentation pour que ça ne pose pas de problème au moment de l'enregistrement du replay. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, on connaît souvent en fait l'expression position vicieuse. Alors, ça, on en a souvent entendu parler. On connaît beaucoup moins le terme scientifique qui s'applique à ça, qui est donc l'hypertonie déformante acquise, l'HDA. On va dire HDA pendant toute la présentation. Donc voilà, c'est ça que veut dire cet acronyme. Alors l'HDA, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de déformation des articulations avec tous les éléments suivants. Il y a une réduction d'amplitude des mouvements articulaires.
Il y a une augmentation de la résistance quand on essaie de mobiliser les articulations atteintes. La présence d'une gêne fonctionnelle, hein, d'un inconfort, une douleur ou toute autre limitation qui se manifeste dans la vie quotidienne de la personne qui est atteinte. Voilà, donc c'est ça la définition. Alors, pour tous ceux qui nous regardaient, on avait envie de vous proposer avec Julie une petite expérience. On va vous demander, pour ceux qui veulent, hein, vous n'êtes pas obligés, mais de fermer le poing assez fort, comme vous pouvez voir sur la photo qui est sur cette diapo, et le garder comme ça jusqu'à ce qu'on vous dise de le rouvrir un peu plus tard pendant la présentation. Alors, les causes de l'hypertonie déformante acquise, elles sont variées, elles sont très souvent intriquées avec donc une intrication de facteurs qui sont d'origine neurologique et de facteurs environnementaux. Parmi les facteurs neurologiques, on trouve toutes les atteintes de la voie pyramidale neurologique, dans le cadre par exemple de séquelles d'accident cérébral, dans le cadre de myélopathie. Et puis on trouve aussi les atteintes de la voie extra-pyramidale, dont l'exemple le plus emblématique, ça va être celui de la maladie de Parkinson. Dans les causes neurologiques, il faut noter aussi le fait qu'il existe souvent une composante comportementale avec opposition dans les maladies neurodégénératives, par exemple, comme la maladie d'Alzheimer ou la démence frontotemporale. Et ces éléments neurologiques, ils peuvent quelquefois coexister chez un même patient. Et donc, d'un autre côté, il y a des causes non neurogènes, environnementales. Et le message principal, là, dans ce cadre-là, c'est de retenir qu'une simple mobilisation, entre guillemets, ça peut générer une authentique HDA. Parce que l'immobilisation, en fait, ça va entraîner plusieurs modifications. Au niveau articulaire, ça va entraîner une dégénérescence du cartilage et de la capsule articulaire, qui sont pourtant les éléments essentiels pour la bonne mobilité de l'articulation, parce que c'est grâce à ça que deux os peuvent glisser l'un contre l'autre. Ensuite, au niveau périarticulaire, autour de l'articulation, il y a une modification de la qualité des fibres de collagène qui va entraîner une perte d'élasticité. Et puis, au niveau musculaire, on va observer un raccourcissement des éléments structurels des muscles, qu'on appelle les sarcomères, ce qui va limiter là aussi l'élasticité et l'extension du muscle. Donc, vous avez compris que c'est la restriction de mobilité qui fait le lit de l'HDA, en fait. Donc, parmi les causes de restriction de mobilité, alors là, l'imagination est sans limite hein, pour la population âgée dépendante et qui présente de nombreuses comorbidités. On va en citer quelques-unes. Déjà, il y a les problèmes neuro-orthopédiques qui peuvent être associés à une paralysie plus ou moins une hypertonie, certaines maladies neurologiques, certaines séquelles d'accident cérébral, comme ce qu'on a vu dans les causes neurogènes. Ensuite, il y a la iatrogénie, c'est-à-dire les effets délétères des médicaments et de leurs associations. Par exemple, quand une personne prend des médicaments psychotropes qui vont être donnés pour l'apaiser parce qu'elle présente des symptômes psychocomportementaux, par exemple avec agitation, il est tout à fait possible qu'elle soit un peu trop apaisée, voire un peu sédatée, au point de moins bouger, de moins se mobiliser. Il y a l'appauvrissement fonctionnel aussi, dû au manque d'interaction avec un personnel soignant en nombre insuffisant. Et parce qu'on oublie un peu trop souvent que le meilleur médicament, en réalité, ce sont les soignants qui sont présents au quotidien auprès des patients âgés. Et enfin, il y a une prise en soin un peu trop interventionniste, si je peux dire. C'est-à-dire qu'avec une part trop importante de faire à la place d'eux, plutôt que de laisser faire, y compris pour des gestes très simples du quotidien, comme le brossage de cheveux, le coiffage, le fait de manger seul, voilà. Alors, pourquoi c'est important de s'y intéresser ? En fait, c'est une problématique de santé publique qui concerne de très nombreuses personnes âgées, puisque les études rapportent le chiffre d'une personne sur 4 qui présenterait au moins une HDA, au moins une localisation d'HDA en EHPAD. Et en moyenne, ces personnes qui présentent une HDA, elles présentent 4 localisations d'HDA en même temps. Donc l'hypertonie déformante, ça va se manifester principalement par des problématiques qui vont venir impacter fortement le confort et la qualité de vie des personnes qui sont atteintes, mais aussi la qualité de vie au travail des soignants, parce que ça va rendre certains soins beaucoup plus complexes à réaliser. L'hypertonie déformante, ça va générer des problèmes de positionnement de la personne, des difficultés au moment des transferts, des difficultés à la marche, des douleurs, des escarres, parce qu'il peut y avoir une pression sur les points d'appui, et puis des difficultés lors de la réalisation des soins sur des zones difficiles d'accès, par exemple la toilette sous les aisselles, la toilette intime, la paume des mains, etc., etc.
Le retentissement au quotidien, comme très souvent pour nos sujets âgés, c'est un élément primordial à avoir en tête face à une problématique de santé. Pour ce qui concerne l'HDA, elle vient diminuer le confort et la qualité de vie de la personne, on vient de le dire, parce qu'on a vu juste avant que ça pouvait générer des douleurs, des complications cutanées, des difficultés d'installation et des difficultés à la réalisation des soins. Donc ça va se manifester au quotidien par le fait que la personne va avoir tendance à se replier de plus en plus sur elle-même, à être moins dans l'échange, voire même à commencer à présenter des troubles du comportement alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Le fait aussi que la personne va moins participer aux activités de vie quotidienne, que ce soit la toilette, la prise des repas, etc., etc. Et puis une augmentation du temps passé en soins parce que faut prendre son temps. Il faut prendre son temps soit parce qu'on n'arrive pas à détendre une articulation, par exemple, soit parce que la personne, elle est douloureuse et qu'on doit ralentir le rythme de nos gestes pendant les soins. Donc, lorsqu'une personne présente une HDA, cela va avoir un impact, comme on vient de le voir, sur la personne elle-même, mais aussi sur toute l'équipe. En effet, le temps passé dans les soins va être augmenté. Les rétractions vont rendre plus difficile chaque soin du quotidien, comme la toilette, l'habillage, les transferts. Donc, dans l'immédiat, on aura l'impression de gagner du temps, de faire à la place de la personne, alors que sur du long terme, c'est un gain de temps de laisser le patient faire, car plus le patient va participer, plus il va maintenir ses capacités, et du coup, il va maintenir son niveau d'autonomie. L'HDA va également augmenter les manutentions. C'est l'installation progressive d'un cercle vicieux de majoration de la dépendance. En effet, moins le patient va bouger, moins il arrivera à bouger, et plus le soignant va devoir compenser et faire des gestes de manutention sur un patient de plus en plus lourd. On va également avoir du coup une majoration des risques musculo-squelettiques. En manipulant un patient qui est de moins en moins participatif, on prend le risque de se faire mal et du coup d'augmenter le nombre d'accidents de travail. Et enfin, il va y avoir un retentissement sur le sentiment de satisfaction au travail. Un patient qui présente des rétractions va être douloureux et faire des soins sur un patient douloureux peut donner un sentiment de maltraitance du soignant. Et tout le monde sait que un soin apaisé qui se déroule bien se déroule sans douleur. Donc vous l'aurez compris, les facteurs environnementaux vont jouer un rôle majeur dans l'installation de l'HDA. Un des principaux leviers de prévention est de lutter contre les facteurs d'immobilisation. Et autant faire un maximum en sorte que le patient puisse être un maximum acteur de sa prise en charge et participer au maximum. Pour cela, il va être important de lui demander de participer le plus possible dans tous ses actes de la vie quotidienne. Donc ça va être par exemple durant les transferts, on va lui demander de participer, de relever les jambes, d'attraper la barrière du lit, de se retourner. Pendant la toilette, on va pouvoir lui demander de participer à hauteur de ce qu'il peut. Donc on peut lui donner un gant de toilette pour qu'il participe pour le visage, le torse, le laisser se brosser les cheveux, se brosser les dents. Pour l'installation au fauteuil, on peut lui demander de se mettre au fond du fauteuil, de bien se repositionner, de mettre les jambes sur les cale-pieds et pas porter ses jambes pour lui mettre dessus. Pour le temps des repas, on peut essayer de mettre en place des couverts adaptés et des verres adaptés, tapis antidérapants pour qu'il puisse manger seul. Pour les déplacements, on va faire en sorte de mettre en place une aide technique adaptée qu'on pourra choisir avec les rééducateurs si c'est possible. Et enfin, pendant les temps de loisirs, on va lui proposer des activités manuelles, d'écriture ou de participation sociale pour qu'il puisse participer au maximum. On va essayer de lui proposer des activités qui ont un sens pour essayer de la rendre au maximum actrice. Alors, comme j'allais dire souvent, mais en fait c'est toujours en gériatrie, il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire où on a tous un rôle à jouer. Pour ce qui est de l'équipe soignante, aide-soignante et infirmière, ça va être essentiellement le repérage, le signalement et puis avoir un rôle préventif avec une stimulation à la réalisation des gestes du quotidien par la personne. Ensuite, l'ergo, elle va avoir son rôle à jouer pour les conseils sur la prise en soin, les conseils techniques sur le matériel à mettre en place, le positionnement, etc., etc. Le kiné, lui, il va être là pour la prise en charge de mobilisation. Alors, active ou passive selon les capacités de la personne. Une fois que les rétractions ont commencé à s'installer, il va s'agir essentiellement de mobilisation passive douce pour réduire les limitations articulaires et assouplir en quelque sorte les articulations et les muscles touchés. Et puis enfin, le médecin traitant, lui, son rôle, ça va être la mise en place d'un traitement antalgique.
Comme on l'a vu, la question du positionnement va être primordiale pour le confort du patient, mais aussi pour la prévention des complications. Donc, dans ce domaine, la personne que vous allez pouvoir solliciter, s'il y en a dans la structure, ça va être l'ergothérapeute. Il vous conseillera sur le positionnement du patient, ainsi que sur les aides techniques les plus adaptées à mettre en place pour toutes les activités de la vie quotidienne. On veillera au lit à avoir un lit et un matelas adaptés au patient. Il est important de pouvoir réaliser les changements de position réguliers. On va essayer de limiter le redressement de la tête du lit afin de ne pas faire de surappui et de limiter le risque d'escarre. On pourra utiliser des coussins de positionnement pour accompagner les changements de position et combler les zones de vide. Donc, par exemple sur les genoux, comme on le voit sur la photo. Donc, idéalement, on met un matelas mémoire de forme. Et par contre, en cas de troubles cutanés, on peut éventuellement mettre un matelas à air, mais celui-ci, pour moi, il doit être curatif et non préventif. Il faut savoir que le matelas à air, du coup, va être moins stable. Du coup, s'il est moins stable, il permet moins de mobilisation active du patient. Il faut donc le mettre en curatif, si possible, ou alors sur un patient très dépendant avec des facteurs de risque importants. Donc, il est surtout à ne pas mettre en systématique. Au fauteuil, ça va être un petit peu la même chose. On va faire attention à plusieurs choses. Il va falloir être attentif au type de fauteuil mis en place, notamment à ses dimensions. Il faut essayer qu'elles correspondent un maximum au patient. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop large, ni trop étroit, ni trop profond. On va être vigilant au type d'assise, donc coussin, matelas, mémoire de forme ou air. Et comme pour le lit, l'air sera du coup moins stable. Donc, on le met uniquement en cas de nécessité. Au fauteuil, toujours, il va être également important de faire attention à certains points. Donc surtout, mettre les cale-pieds et bien sûr les pieds dessus. C'est souvent qu'on retrouve les pieds au sol. Et il faut surtout faire attention au sens du coussin. Ça arrive souvent qu'on retrouve le coussin à l'envers. Donc dans ce cas-là, ça perd les effets bénéfiques. Il faut faire attention, comme on le voit sur la photo, à ne pas incliner l'assise vers l'avant et avec une ouverture de dossier. Là, on voit que ça a un effet un petit peu toboggan et ça peut provoquer un risque de chute. Donc cette posture est bien sûr à éviter au maximum. Dans beaucoup de structures, on voit encore des fauteuils coquilles. Alors c'est très bien, ça a beaucoup d'avantages et notamment c'est confortable. Par contre, c'est très limité au niveau des capacités de réglage et du coup, le patient va être moins actif. Donc c'est à éviter au maximum. Il faudra faire attention au positionnement qui est déjà mis en place. Il ne faut pas rajouter de deuxième coussin sur épaisseur au niveau de l'assise ou au niveau du dossier, car cela va perturber les réglages initiaux et les effets qu'on avait recherché à mettre en place. Cela va pouvoir ainsi aggraver le mauvais positionnement, donc essayer de ne pas mettre un maximum de choses en plus. Donc, au lit comme au fauteuil, il faut savoir qu'on va y rester plusieurs heures. Un mauvais positionnement va donc être prolongé et accentuer l'apparition de positions vicieuses et rétractions musculo-tendineuses. Donc ça va être une attention de tous et de chaque instant. Alors, un dernier message qu'on voulait vous passer concernant l'HDA, c'est que ça fait mal. Et ça ne fait pas uniquement mal lors des mouvements, c'est la raideur en elle-même qui peut être douloureuse, y compris au repos. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont bien voulu participer à notre petite expérience, je vais vous demander d'ouvrir votre main. Si tant est que vous ayez réussi d'ailleurs à la garder fermée tout ce temps, vous allez pouvoir constater dans votre corps à quel point votre main s'est ankylosée pendant cette période de temps, pourtant assez courte, et à quel point on est soulagé de pouvoir ouvrir le poing. Donc imaginez-vous quelqu'un qui se trouve dans une position similaire au niveau d'un bras, au niveau de sa jambe, et ça tout le temps sans discontinuer. Donc comme toujours avec les patients âgés, il faut bien penser à dépister la douleur en recherchant les signes évocateurs. Mais comme toujours aussi chez les sujets âgés, ces signes évocateurs, ils sont souvent assez peu spécifiques. Voilà, donc il faudra évoquer les manifestations douloureuses, quelquefois face à des symptômes un petit peu inhabituels. Tout changement de comportement, tout repli sur soi, une agressivité inhabituelle, une attitude de refus, etc., etc. Tout ça, ça doit nous faire évoquer des manifestations douloureuses. Une fois qu'on a repéré des choses qui nous font penser que la personne a mal, il faut évaluer la douleur avec une échelle validée. Dans ce cadre-là, l'échelle Algo+, ça nous rend bien des services parce que c'est une échelle observationnelle qui est bien adaptée au sujet âgé, peu ou non communicant. Et puis, une fois qu'on a repéré et évalué la douleur, à ce moment-là, bien entendu, on signale à l'infirmière qui elle-même pourra solliciter le médecin traitant, qui pourra mettre en place un traitement antalgique.
Le médecin traitant, il pourra également, le cas échéant, demander un avis spécialisé pour décider de la conduite à tenir thérapeutique une fois que l'HDA est installé auprès d'un médecin qui est un médecin de médecine physique et de réadaptation. Donc pour résumer, on vous a mis sur cette diapo ce qu'on cherche absolument à éviter dans les situations à risque d'HDA, à savoir ne surtout pas entrer dans ce cercle vicieux où chaque élément va venir impacter le suivant dans une cascade gériatrique un petit peu délétère. Voilà. En complément de cette présentation sur l'hypertonie déformante acquise, sur la prévention de l'hypertonie déformante acquise, on avait envie de vous proposer aussi un petit rappel sur le risque cutané, qui est une thématique assez complémentaire de l'HDA. Donc, on va passer maintenant à la prévention du risque cutané, à savoir le risque d'escarre. La peau, il faut savoir que c'est un organe qui est très important dans notre organisme, déjà par sa taille, parce que c'est l'organe le plus grand du corps humain. Elle couvre entre 1,2 et 2 mètres carrés, et elle va peser entre 3,5 kg et 10 kg selon la taille de la personne. Elle comporte plusieurs centaines de milliers de capteurs sensitifs qui lui permettent de capter plein d'informations sur notre environnement et les transmettre au système nerveux. Et chez le sujet âgé, la peau, comme les autres organes, elle est fragilisée et elle a plus de mal à jouer son rôle. Alors les escarres, ce sont des lésions de la peau ou des tissus mous. Elles apparaissent en raison de la pression exercée sur certaines parties du corps pendant une longue période. Et si elles ne sont pas prises en charge rapidement, elles peuvent entraîner des complications mortelles. Les facteurs de risque d'escarre, ils sont multiples, on vous les a mis sur cette diapo. Déjà, il y a la dénutrition et la déshydratation, les carences vitaminiques, les carences en protéines, les déficits d'apport hydrique. Il y a bien entendu l'immobilisation prolongée sur un support inadapté. Ça peut être en cas de pathologie qui entraîne un alitement ou en situation de soins palliatifs ou bien en cas de contention, par exemple. Ensuite, les troubles de la sensibilité, comme c'est le cas chez les personnes qui souffrent de neuropathie, par exemple les diabétiques, parce qu'elles ne perçoivent pas les stimuli qui leur feraient changer de position autrement. Quand vous et moi, on reste un peu trop longtemps assis sur une chaise, par exemple, automatiquement, à un moment donné, notre corps va ressentir le besoin de bouger, de changer de position parce que c'est inconfortable, notamment au niveau de la peau. Chez les personnes qui ont un trouble de la sensibilité, ça ne va pas être le cas. Ensuite, il y a l'incontinence, parce que si on ne change pas les protections à la bonne fréquence, les substances contenues dans les urines et les sels qui sont agressifs pour la peau peuvent venir faire le lit des escarres. Ensuite, il y a les modifications de la peau liées à l'âge et à certaines pathologies. La peau, elle va devenir plus fine, plus sèche, avec une vascularisation qui est moins efficace. Et tout ça, ça rend la peau plus fragile et plus à risque de développer des escarres. Et enfin, toute pathologie aiguë constitue un facteur de risque, soit parce qu'il va y avoir un alitement dû à la fatigue, soit parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires dans l'organisme qui viennent fragiliser encore un peu plus la peau. Donc, dès qu'il y a une pathologie aiguë, il faut vraiment accroître notre vigilance vis-à-vis de la peau de la personne. Alors, quand est-ce que c'est important de faire une évaluation de l'état cutané ? Je pense qu'il y a 3 moments clés. Le premier, c'est en début de prise en charge. À chaque fois qu'on prend en charge une nouvelle personne, que ce soit en structure, que ce soit à domicile, ça nous permet de faire un état des lieux du risque cutané. Ensuite, en retour d'hospitalisation, puisque comme on l'a vu, une pathologie aiguë, c'est un facteur de risque. Et en plus, quand ils sont hospitalisés, nos patients âgés, très souvent, ils ont été immobilisés. Et enfin, dès qu'on repère une altération de l'état général chez la personne. Pour cette évaluation du risque cutané, on dispose de 2 échelles, l'échelle de Norton, l'échelle de Braden. Donc voilà, on vous les a mis sur ces diapos. Voilà, donc c'est l'échelle de Braden pour commencer. C'est une échelle qui évalue le risque cutané chez un patient. Elle peut être réalisée par différents soignants et elle comporte 6 items. Plus le score va être élevé et moins il y aura de risque d'altération cutanée. Et ensuite, la deuxième échelle, c'est l'échelle de Norton, qui est pareil, une échelle d'évaluation du risque cutané, et celle-ci prend 5 items. Plus le score va être élevé, moins il y aura de risque cutané. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on prend en charge le risque d'escarre ? Donc, pour commencer, les facteurs de l'environnement, ils sont très importants à prendre en compte. On va déjà voir les mesures générales dans les soins, notamment les soins d'hygiène. Il est bien sûr important de réaliser des changes réguliers, de maintenir la peau propre et sèche pour éviter tout risque de macération. Et puis, vous connaissez sûrement l'histoire de la princesse au petit pois. Vous savez, c'est cette histoire qu'on
qu'on nous racontait quand on était petit. En tout cas, moi, comme petite fille, on me l'a raconté, cette histoire. C'est une jeune fille qui se retrouve par une nuit d'orage à taper à la porte d'un vieux château pour chercher un abri. Elle est reçue par un vieux châtelain et son épouse, et elle leur demande l'asile, et elle leur explique qu'elle est princesse. Et donc, la femme de ce châtelain se dit, ah ben, on va voir si c'est une vraie princesse. Donc, elle lui prépare le lit, et elle met un petit poids en dessous je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'édredons, de matelas, et elle se dit, si c'est une vraie princesse, elle sentira le petit pois sous les matelas. Et bien, nos vieux, nos personnes âgées, ce sont des princesses au petit pois. Parce que chaque surépaisseur va pouvoir être un facteur de risque d'escarre. Il faut être attentif au pli des vêtements, à ne pas mettre d'objets sous l'assise, à ne pas laisser les sangles du lève-personne sous l'assise toute la journée. Ça, je pense que ça fait hurler nos ergothérapeutes. Être vigilant à mettre le coussin d'assise dans le bon sens, etc. etc. Voilà. Donc, la mise en place du matériel adapté va être indispensable pour limiter le risque cutané, notamment tout ce qui va être mousse mémoire de forme au lit et au fauteuil, comme on l'a vu, et présence d'air si jamais il y a un risque avéré. On peut également mettre des arceaux au lit pour limiter le poids des couvertures au niveau des pieds ou des bottes anti-escarre. Il va être important de solliciter un ergothérapeute, pareil, s'il y en a dans la structure, afin qu'il puisse vous conseiller sur le type de matériel à mettre en place, parce qu'on ne va pas mettre le même matériel selon le patient et les problématiques. Du coup, il va y avoir après des soins spécifiques qu'on va mettre en place aussi, tels que les changements de position réguliers, les massages effleurages, la protection quand il y a des lésions toutes débutantes, la protection par un pansement type film hydrocolloïde. Un tout petit rappel sur le massage effleurage qui doit se faire exclusivement sur peau saine. On ne fait pas de massage si la rougeur ne disparaît pas à la suppression de la compression. L'effleurage, il ne doit pas être appuyé, il doit rester vraiment léger avec des mouvements doux de rotation avec la paume de la main et les doigts à plat. Ça doit durer 2 à 3 minutes et on peut le faire 3 à 4 fois dans la journée. Le but, c'est essentiellement de stimuler la microcirculation cutanée. Ça permet aussi de bien surveiller les différents points d'appui. Et puis l'application d'huile, souvent on fait ça avec une huile un peu spécifique, ça va contribuer à la bonne hydratation de la peau qui est un facteur important de la prévention d'escarres. J'insiste, on ne fait pas de massage sur les escarres constituées dès le stade 1. Voilà. Donc, on arrive sur la fin de la présentation. Au total, pour le risque cutané, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire l'évaluation du risque au bon moment et avec une échelle validée. Le fait qu'il faut mettre en place des actions aussi bien préventives que curatives. Et un dernier petit message, ça c'est plus en structure, c'est l'importance de la traçabilité des escarres et du risque cutané dans le dossier des patients. Je rappelle quand même que les escarres, ce sont des événements indésirables. On ne devrait pas avoir alors des résidences en EHPAD ou des personnes qu'on accompagne à domicile. En tout cas, on ne devrait pas avoir d'escarres qui apparaissent. On vous remercie pour votre attention et puis on va arrêter le partage d'écran et on va pouvoir passer aux questions. Voilà. Voilà, on va ouvrir la section questions-réponses. Vous avez le droit de nous mettre aussi comment vous vous êtes senti quand vous avez rouvert votre main dans les commentaires. Alors, il y a une question sur les traitements pour lutter contre les rétractations, péros ou injectables. Donc là, une fois que une fois que c'est installé, quoi, en fait, une fois que l'HDA est installé. Alors, traitement. Péros, le seul traitement, c'est les antalgiques, en fait. Il n'y a pas de... Alors, pour ce qui est des traitements, peut-être que vous avez en tête le baclofène, notamment, c'est ce nom-là qui me vient en tête, là, maintenant, les autres ne me viennent pas.
Dans le cadre de l'HDA, ces médicaments qui sont utilisés pour lutter contre la raideur, notamment dans le post-AVC, dans le cadre de l'HDA, ça ne marche pas très bien. Alors, pour quelle raison, je n'en sais rien. Là, pour le coup, il faudrait vraiment que ce soit un médecin de médecine physique et réadaptation qui puisse vous répondre. Mais pour en avoir discuté avec eux, ça ne marche pas très bien. Donc, c'est des antalgiques, parce que déjà, l'effet antalgique va avoir un effet quand même, c'est normal. Quand on a mal, on se contracte. Et donc, ça va avoir un effet de détente, déjà parce que la douleur va être moindre. Donc voilà, Péros, il n'y a rien d'autre. En injectable, quelles sont les possibilités? Donc ça, c'est des traitements qui sont réalisés par les médecins de médecine physique et réadaptation. Et c'est la toxine botulique. Sur les hypertonies déformantes acquises déjà installées, c'est des injections de toxine botulique pour aller agir vraiment au niveau du muscle concerné par la rétraction. Et ensuite, il y a d'autres possibilités, mais qui sont médico-chirurgicales, qui vont être des ténotomies percutanées. Et ça, pour le coup, c'est réalisé en collaboration avec les chirurgiens orthopédistes. Voilà. Mais là, aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, sinon on l'aurait fait avec d'autres intervenants. Nous, l'objet de notre webinaire, c'était la prévention de l'HDA. C'était quels sont les gestes qu'on peut réaliser dans les soins au quotidien pour les équipes qui sont auprès des patients âgés pour prévenir la survenue de l'HDA. Une fois que l'HDA elle est présente, ça, pour le coup, c'est à voir avec les spécialistes. Ce qu'on veut vraiment à tout prix, c'est éviter que ça s'installe. Donc, il faut essayer l'intervention de chacun va être importante à ce niveau-là, vraiment de rendre le patient acteur et puis essayer de faire tout le temps attention à son positionnement. Oui, c'est ça. C'est quels sont les gestes qu'on peut mettre en place au quotidien, les habitudes qu'on peut mettre en place dans nos soins pour éviter la survenue. Et puis, comme disais, il faut vraiment que le patient soit acteur et faut qu'il fasse un maximum et pas quand on va pas gagner du temps au long terme à faire toujours à la place d'eux, mais bien laisser le patient faire. Il y a une question sur le fait, oui, le site du GIFRE qui nous dit qu'ils ont raté le début de la présentation. Oui, elle sera disponible en replay sur le site du DAC. Je ne sais pas dans quel délai, mais assez rapidement, ça sera disponible et vous pourrez voir le début de la présentation sans problème. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aggraver le risque? Alors, si tout le monde n'a pas entendu, la question c'est est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent aggraver le risque? En fait, c'est tous les médicaments qui vont réduire la mobilité de la personne. C'est là-dessus où c'est un petit peu piégeant. C'est ce que je disais au début. La iatrogénie, normalement, c'est l'effet, on va dire pour simplifier, l'effet toxique des médicaments, soit parce que la dose n'est pas bonne, soit parce qu'il y a une association qui n'est pas bonne. Mais il y a aussi de la iatrogénie simplement dans le fait que c'est l'effet attendu, un patient qui est agité et à qui on va donner un psychotrope pour faire en sorte qu'il soit moins agité. L'effet attendu, c'est qu'il soit moins agité et qu'il bouge moins. Mais s'il bouge moins, on augmente son risque qu'il se mobilise moins et qu'il développe des rétractions. Donc, exactement, il faut trouver un juste milieu. Et plus bouger du tout. Exactement. Donc oui, les médicaments, tous ceux qui viennent réduire la mobilité, potentiellement, c'est des médicaments qui vont venir aggraver ce risque-là. Et pour les EHPAD qui n'auraient pas d'ergothérapeute, parce que je ne sais pas s'il y en a partout. Alors, il n'y en a pas partout, effectivement, il n'y a pas d'ergo partout. Quel avis et quelles ressources? Alors après, il y a différentes structures qui interviennent. Donc, je sais qu'il y a l'équipe, je ne sais pas si je peux... il y a l'équipe mobile de gériatrie qui peut intervenir, qui peut être sollicitée, où là, ils ont une équipe pluridisciplinaire qui peut venir évaluer le patient et éventuellement faire des préconisations par rapport aux besoins. Et puis faire le lien si jamais il y a une nécessité justement avec le médecin ou avec si après il y a des besoins de demande d'avis spécialisés auprès des médecins de médecine physique réadaptation. Effectivement, les équipes mobiles de gériatrie, d'une manière générale, parce que là, nous, on touche pas que sur Annecy, en fait, il y a des EHPAD qui sont plus loin que ça.
Les équipes mobiles de gériatrie, c'est le bon interlocuteur pour ça, oui. Mais c'est pour ça qu'on invite tous les EHPAD à avoir des ergothérapeutes. J'osais pas le dire. Bon. Ben, je pense que la présentation était particulièrement claire, il n'y a pas de questions, tu vois. Bon, on va arrêter là peut-être.